Le choix des catégories d'actifs est d'une très grande importance dans la gestion d'une institution ou d'un fonds investissant sur les marchés. C'est non seulement le facteur prédominant quant au rendement escompté, mais également une prérogative de gestion du risque. Comme nous le verrons dans cette capsule, dans un contexte de gestion actif-passif, l'appétit pour le risque est conditionné par plusieurs facteurs en lien avec la finalité recherchée. Tout d'abord, une revue de l'expérience des 15 dernières années du point de vue du rendement moyen et de la volatilité mesurée par l'écart type. Donc, à gauche de l'écran, ce qu'on a, c'est le rendement escompté. Puis évidemment, plus on monte dans l'échelle, plus le rendement est important. Au bas de l'écran, l'écart type, donc le niveau de risque ou de volatilité, lui aussi mesuré en pourcentage. Il s'agit donc d'examiner la performance de chacune des catégories d'actifs, prises isolément, c'est-à-dire sans considérer la corrélation entre les catégories et le potentiel de diversification. Nous ignorons également à ce moment-ci les préférences qui peuvent découler du passif, soit la nature des engagements en lien avec les placements liés. Donc, si on se concentre sur le rendement et l'écart type de chacune des catégories d'actifs, on peut en tirer 3 conclusions principales. La première, les titres à revenus fixes et les immeubles qui s'avèrent moins risqués. Donc, tout ça est fonction des rendements enregistrés sur la période 2007 à 2021. On voit que ces 3 catégories d'actifs se situent à gauche, donc avec un écart type faible, puis avec un rendement, notamment pour les immeubles, qui est quand même intéressant. Deuxième conclusion, c'est pour les actions. On voit que sur les principaux marchés, le niveau de risque des actions s'est avéré similaire sur la période 2007-2021, que ce soit les actions américaines, canadiennes ou internationales. On s'aperçoit d'un niveau d'écart type comparable. Par contre, ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'on voit que les actions américaines ont surperformé les actions des autres marchés pendant cette période-là. Autre conclusion intéressante par rapport aux actions, d'une part, les actions privilégiées, donc qui garantissent un dividende, qui comporte un niveau de risque moins grand, ont généré moins de rendement, mais aussi ont été le fait d'une volatilité plus faible. À l'inverse, les actions des pays émergents, notamment la Chine, l'Inde, le Brésil, etc., ont eu une performance intéressante, c'est-à-dire un rendement comparable aux actions canadiennes, mais sont caractérisées par un écart type, un niveau de volatilité plus grand pendant cette période. Finalement, troisième conclusion, ça a trait au placement privé, qui est la catégorie marquée par la plus grande volatilité. Puis, évidemment, le rendement n'est peut-être pas, sur la base de ces statistiques, parfaitement conséquent. Une des conclusions qu'on peut associer à la gestion des placements privés, c'est que le choix du gestionnaire est particulièrement important si on veut se démarquer. Donc voilà un premier tour d'horizon des informations issues du tableau 3.2 qui se retrouve évidemment dans le livre au chapitre 3. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les principales catégories d'instruments financiers, puis on va en examiner non pas les caractéristiques, mais plutôt la finalité. D'abord, la finalité d'un point de vue de gestion de portefeuille, puis à ce niveau-là, il y a 4 grands facteurs, le rendement, la volatilité, la diversification, puis les frais de gestion. On va s'intéresser particulièrement aux 3 premiers, mais on va aussi examiner la question de la gestion actif-passif. Donc, si on achète des placements, des instruments financiers dans un contexte de gestion actif-passif, c'est pas seulement pour générer du rendement. C'est pas seulement pour gérer de la volatilité, c'est aussi en fonction des besoins qu'on a, du point de vue du passif, du point de vue des engagements. Par exemple, une compagnie d'assurance, évidemment, ça doit payer des prestations. Donc, il faut s'assurer que les revenus courants qu'on touche sur nos actifs sont relativement coordonnés avec les prestations qu'on devra payer pour s'assurer justement qu'on honore nos engagements. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va examiner les différents instruments financiers du point de vue de la gestion actif-passif, c'est-à-dire le revenu courant, comme je l'ai mentionné, à savoir que ça a une relative coordination avec les besoins financiers émanant des prestations, des sorties de fonds. L'horizon de placement, est-ce qu'on est dans un contexte où on a des besoins à long terme ou au contraire, on est davantage à court terme? L'inflation, est-ce qu'il faut assurer une couverture contre
contre l'inflation parce que les prestations qu'on paye dans le cadre d'un régime de retraite, par exemple, sont sujets à être indexés si l'inflation augmente. Bon, la couverture, on offre des garanties sur des fonds de placement. Comment on réussit à couvrir ça pour ne pas être indûment à risque? Besoin de capital, bien, une institution financière, une banque, une compagnie d'assurance ou même un fonds fiduciaire comme un régime de retraite, ça doit conserver un certain niveau de capital au-delà de l'actif minimum requis pour couvrir les différents risques. Tout dépendant des instruments financiers qu'on privilégiera. Si on va dans des instruments financiers très risqués, bien, ça pourrait demander qu'on conserve davantage de capital parce que la valeur des actifs est susceptible de fluctuer davantage. Puis finalement, bien, la liquidité, on a beau avoir des beaux placements qui rapportent de très bons rendements. S'ils ne sont pas liquides au moment où on en a besoin, si on ne peut pas les convertir en argent comptant au moment où on en a besoin, bien, ça peut poser un problème très grave là, du point de vue de la survie de l'institution. Donc, on va y aller successivement. D'abord, les revenus fixes. Les revenus fixes, on l'a vu il y a un instant avec notre petit graphique, ce n'est pas la catégorie qui génère les plus hauts rendements. Par contre, ils sont présents dans les portefeuilles. Il y a souvent une diversification à des frais, à niveau de frais qui sont faits. Mais aussi, ils sont un grand intérêt du point de vue de la gestion active-passive. Le marché monétaire, par exemple, bien, ça assure une gestion adéquate des déboursés qui découlent du passif, puis ça évite, bien sûr, des problèmes de liquidité. Même chose pour les obligations, notamment à travers les pratiques d'appariement utilisées par les compagnies d'assurance et les banques. Donc, on apparie les déboursés avec des revenus, par exemple des obligations. L'appariement permet aussi d'obtenir des sensibilités au taux d'intérêt qui sont similaires pour l'actif et le passif, puis ainsi réduire l'effet de variation éventuelle des taux d'intérêt, ce qui, évidemment, est un grand intérêt là, pour les compagnies d'assurance. On y reviendra dans les chapitres ultérieurs. Les actions, évidemment, l'intérêt premier des actions, c'est le rendement et la protection contre l'inflation dans une perspective d'investissement à long terme. Donc, on investit d'abord et avant tout dans des actions parce que ça procure du rendement. Ça peut être un horizon de placement qui est long. Ça garantit une protection contre l'inflation. Puis dans ce contexte-là, les actions sont particulièrement d'intérêt pour les fonds de placement, puis les régimes de retraite. Les actions peuvent être aussi une source de revenus courants, notamment pour les actions privilégiées, là, qui prévoient des dividendes trimestriels. Finalement, d'autres raisons, dont la liquidité, la fiscalité et l'investissement des surplus là, qui sont requis, peuvent faire des actions une catégorie d'actifs d'intérêt pour une compagnie d'assurance. Donc voilà, ça c'est le revenu fixe et les actions. Maintenant, on va se tourner du côté des placements alternatifs. Les placements alternatifs ont connu un développement fort important dans les dernières années. En fait, si on remonte à la fin des années 2010, on avait des volumes importants de capitaux à investir. À ce moment-là, les obligations étaient caractérisées par de faibles taux d'intérêt, donc des perspectives de rendement faibles, incluant s'il y avait une remontée avec l'effet que ça pouvait avoir sur leur valeur marchande. Dans le cas des actions, on avait cumulé plusieurs années de bons rendements qui donnaient l'impression que c'était un marché risqué, pour ne pas dire surévalué. Donc, ça a poussé les grands investisseurs institutionnels à se diversifier dans d'autres catégories d'actifs, d'autant plus que ces grands investisseurs-là avaient l'expertise requise pour le faire. Évidemment, souvent, ces investisseurs-là, qui gèrent par exemple des fonds de retraite, ont des horizons de placement à long terme, ce qui leur permet d'envisager investir dans des placements qui sont davantage illiquides, donc moins liquides, en espérant bien sûr en tirer une prime, c'est-à-dire un rendement plus élevé du fait justement d'une liquidité plus faible. Quand on parle de placement alternatif, on parle de produits plus complexes qui nécessitent donc l'expertise, mais ces grands investisseurs avaient ce qu'il fallait pour prendre en charge ces produits-là. Donc, en dépit de coûts de diligence et d'administration, ces placements-là pouvaient représenter un intérêt, d'autant plus que
Bien, ça renforce la diversification, puis ça vient améliorer le profil de risque. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les examiner catégorie d'actifs par catégorie d'actifs, en commençant par les immeubles. Bien, les immeubles, c'est une source de diversification d'un point de vue de gestion de portefeuille. On va y revenir tout à l'heure dans un instant avec les corrélations. Il faut voir aussi que du point de vue de la gestion actif-passif, les immeubles, on se situe dans le contexte d'un horizon de placement long qui assure une protection contre l'inflation puis qui procure un revenu courant. Aussi, si on pousse un petit peu plus loin la réflexion, on s'aperçoit que les immeubles peuvent aussi être d'intérêt du fait de leur sensibilité à des variations de taux d'intérêt. Donc, quand les taux d'intérêt varient, les facteurs d'actualisation des revenus des immeubles varient, ce qui peut s'apparenter à la sensibilité de produits d'assurance ou de retraite aux variations de taux d'intérêt. Donc, je viens de parler de la question des corrélations là, sur les immeubles. Ce qu'on voit à l'écran maintenant, c'est la matrice classique des corrélations, qui est une mesure du degré possible de diversification à travers la constitution de portefeuilles diversifiés. Ce qu'on voit évidemment, c'est chacune des catégories d'actifs qui est mis en relation ou en corrélation avec toutes les autres catégories d'actifs. Ce qui est particulièrement un intérêt, c'est que ce qu'on s'aperçoit, quand on regarde les deux premières colonnes, c'est-à-dire les titres à revenus fixes, que sont le marché monétaire et puis les obligations, bien, on s'aperçoit que ces catégories d'actifs-là ont une corrélation négative avec les autres catégories d'actifs, dont les actions, les placements privés, les immeubles, les infrastructures. Ce qui veut dire, si on résume ça simplement, c'est quand le prix des obligations de marché monétaire augmente, donc quand on génère un bon rendement sur ces catégories d'actifs-là, c'est peut-être dans un contexte où les autres catégories d'actifs génèrent moins de rendement, donc corrélation négative. Ce qui est intéressant, c'est la même chose pour les immeubles. Puis ça, on l'a vu il y a un instant, les immeubles peuvent représenter un bon potentiel à bien des égards dans un contexte de gestion passif. C'est notamment le fait du fait de la corrélation négative. Donc, des résultats basés encore là sur les dernières années qui viennent nous dire que la diversification peut être augmentée avec la présence d'immeubles, en plus, bien sûr, comme cela se fait depuis plusieurs années, avec la présence des titres à revenus fixes combinés à d'autres catégories d'actifs. Maintenant, les infrastructures. Les infrastructures, c'est une catégorie relativement nouvelle qui n'est pas nécessairement toujours connue. La nature des investissements en infrastructure, c'est pas toujours clair. Évidemment, les détails sont fournis dans le livre. Là, mais si on veut résumer, on peut dire qu'il s'agit d'un actif physique avec un usage bien défini qui génère des flux financiers stables à travers un contrat de partenariat, de concession ou de délégation de services publics. On va revenir avec des exemples. Mais avant ça, on peut se dire que les infrastructures, c'est intéressant en termes de gestion d'actifs passifs parce qu'on a un horizon d'investissement qui est à long terme. Souvent, les assureurs, les régimes de retraite notamment, recherchent le long terme, offrent une protection contre l'inflation, peuvent être marqués par une faible corrélation, une corrélation relativement faible au marché financier. Puis bien sûr, comme ils sont moins liquides, comme on l'a mentionné, on peut espérer une prime de liquidité qui s'ajoute au rendement escompté. Voilà. Mais plus concrètement, c'est quoi les infrastructures? Bien, on a ici la ventilation des indices pour l'immobilier et pour les infrastructures qui ont été définis par Morgan Stanley, les indices MSCI, comme on appelle. Bon, si on commence par l'immobilier, on s'aperçoit que ces indices-là, qui visent les investisseurs institutionnels, sont investis beaucoup dans les immeubles à bureaux, dans le commercial, puis ça évolue, évidemment, avec le commerce en ligne. Dans l'industriel, on parle de plus en plus de logistique, avec des grands entrepôts, là, pensez à Amazon, ou dans le résidentiel. Le résidentiel, ici, on est dans le multirésidentiel, là, les investisseurs institutionnels étant peu présents dans le résidentiel domestique, là, donc à usage privé, unifamilial ou bifamilial. Du côté des infrastructures, ça on y revient. Principale catégorie, les télécommunications. Évidemment, on n'a qu'à penser à toutes les infrastructures requises
en lien avec la téléphonie cellulaire, même au niveau des satellites. Les services publics, notamment dans le domaine des transports, aéroports, ports, trains, dans le domaine aussi de la production d'énergie, donc l'énergie éolienne, l'énergie solaire, donc des domaines qui sont prometteurs puis qui donnent une bonne idée du secteur des infrastructures. Si on poursuit, bien, ça nous amène aux placements privés. Les placements privés, on l'a vu dans la revue des rendements des 15 dernières années, l'intérêt provient du rendement qu'on peut en toucher, puis d'un intérêt de diversification. Il y a plus d'éléments particuliers qu'on peut associer à ça, si ce n'est peut-être l'horizon qui est long, là, associé au placement privé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, des capitaux privés sont offerts par les institutions prêteuses, comme les banques, là, pour les entreprises de petite taille ou pour répondre aux besoins de liquidité. Si les investisseurs institutionnels sont dans les placements privés, c'est pour d'autres raisons. Donc, sans aller dans trop de détails, quand on parle de placements privés, qui peuvent être sous forme d'équité, qui peuvent être sous forme de dette aussi, là, ou même d'achat par emprunt. Ce qui est visé, c'est de dégager de la valeur sur l'investissement par suite d'une transformation organisationnelle. C'est de concrétiser un potentiel de croissance. C'est de cibler un certain secteur d'affaires dans une compagnie, puis de se départir des autres composantes. Donc, les placements privés sont une catégorie d'actifs qu'on peut associer davantage à de la gestion de portefeuille, si on veut, là, par rapport à de la gestion actif-passif, par rapport à tout ce qu'on s'est donné comme référence jusqu'à maintenant. En est de même pour les fonds de couverture puis les ressources naturelles qui, d'un point de vue de gestion actif-passif, ont quand même un intérêt limité, là. Les ressources naturelles, investir dans les ressources naturelles, ça peut assurer une certaine protection contre l'inflation, là, mais c'est relativement à court terme. Donc, c'est pas des catégories d'actifs là, avec les fonds de couverture qui sont très présentes en gestion actif-passif. Avant de terminer, je pense qu'il est important de se parler des instruments dérivés. Des instruments dérivés, puis on verra de quoi il s'agit plus concrètement dans un instant. C'est très utilisé en gestion de portefeuille. Ça peut être une façon d'aller chercher du rendement. Ça peut être une façon aussi de gérer la volatilité. Dans un contexte de gestion actif-passif, c'est particulièrement d'intérêt du point de vue de la couverture. Donc, pour prendre des positions de couverture, on n'a qu'à penser à l'appariement pour des assureurs. Ça sera discuté au chapitre 6. Les garanties sur fonds de placement qui sont discutées au chapitre 7, de même que les activités de superposition des régimes de retraite qui sont discutées au chapitre 8. Donc, les instruments dérivés, puis on peut y inclure les mises en pension, là, c'est devenu un instrument très utilisé en gestion actif-passif pour bien gérer les risques, pour se couvrir à un niveau qui est jugé adéquat là, par rapport aux risques qu'on a sur le placement, bien sûr, mais aussi tous les risques qui sont associés aux engagements. Plus concrètement, de quoi parle-t-on quand on parle d'instruments dérivés? Évidemment, on pourrait en parler pendant des heures. Là, si on fait juste un survol rapide, on peut voir qu'il y a trois grandes catégories d'instruments dérivés classiques. Les contrats à terme. Un contrat à terme, donc, c'est un contrat en deux parties où dès aujourd'hui, on s'engage à acheter ou à vendre à une date future un actif. Puis là, un bel exemple, c'est une obligation. Donc, on peut s'engager à acheter une obligation dans 5 ans à un prix prédéterminé. Bien, évidemment, si le prix est prédéterminé, le taux d'intérêt ou le taux de rendement qui est associé à ça est aussi prédéterminé. Là, ça tient de la mécanique des obligations. Donc, c'est très intéressant dans un contexte de gestion actif-passif pour, par exemple, avoir une durée longue en achetant dès maintenant des obligations dans le futur à un prix prédéterminé. Il y a deux variantes au niveau des contrats à terme, ce qu'on appelle les contrats à terme de gré à gré, donc un arrangement contractuel. Puis il y a des contrats à terme standardisés qui se négocient sur les marchés réglementés, là, à la bourse, on veut, là, un peu comme d'autres types. Les options, c'est pas un contrat, c'est pas une obligation d'acheter ou de vendre, mais c'est un droit qu'on a
à un prix qui est convenu d'avance. Donc, tout dépendant si le sous-jacent, qui peut être évidemment une action augmente ou baisse, l'option pourrait être d'intérêt ou pas, là, c'est ce droit-là qu'on a d'acheter ou de vendre là, sans obligation. Le swap, on ne parle pas d'acheter ou de vendre un actif à un certain moment, mais c'est plus d'échanger des flux financiers. Donc, moi, je suis intéressé à avoir un taux d'intérêt à long terme fixe, alors que une banque, elle, ce qu'elle veut, c'est un taux d'intérêt à court terme variable. Donc, l'assureur que je suis va échanger un swap avec une banque en disant tu me payes un taux d'intérêt fixe sur la période, donc à long terme, puis moi, je te rémunère avec un taux d'intérêt à court terme qui, lui, va varier en fonction de l'évolution de la conjoncture. Ça, ce sont les trois principales catégories d'instruments dérivés, ou les catégories classiques. Il y a aussi les mises en pension qui correspondent à des mises en garantie de titres pour obtenir. Donc, je mets en garantie un titre. En contrepartie, je reçois des liquidités. Bien, ces liquidités-là, je peux m'en servir pour acheter d'autres actifs, ce qui devient aussi très intéressant là, dans un contexte actif-passif. Ça va? Donc, on va terminer avec notre question d'optimisation de portefeuille. On a commencé avec une revue des différentes catégories d'actifs prises isolément, où on regardait leur rendement des 15 dernières années, puis on regardait leur niveau de volatilité, l'écart type. Là, ce qu'on fait ici, c'est qu'on intègre tout ça dans un portefeuille. Puis notre portefeuille, bien, nécessairement qu'il a une certaine répartition entre les catégories d'actifs. C'est la répartition initiale, c'est ce qu'on a au centre de notre tableau. Puis après ça, on regarde, on dit, si j'augmente, je mets 1% de plus en actions américaines, puis par conséquent, évidemment, je réduis toutes les autres catégories pour un total de 1%. Qu'est-ce que ça me donne du point de vue du rendement anticipé, puis du point de vue du risque espéré? C'est ce qu'on voit là. OK? Donc, il y a certains éléments intéressants qu'on peut dégager de ça. D'abord, si j'augmente effectivement ma pondération en actions américaines, ce que je m'aperçois, c'est que j'augmente mon rendement anticipé, mais j'augmente aussi mon risque. OK? Parce qu'on l'a vu au départ, les actions américaines ont très bien performé du point de vue du rendement dans les 15 dernières années. Donc, si j'en mets plus dans mon portefeuille, je vais aller chercher un rendement plus grand, si évidemment le passé garant du futur, ou le futur garant du passé, donc le passé garant du futur, mais évidemment, c'est au prix d'un risque plus élevé. Un autre élément intéressant, on a parlé, ce sont nos immeubles. On a vu que nos immeubles, il y avait une corrélation négative avec les autres catégories d'actifs. On a vu aussi au tout début que les immeubles étaient relativement peu risqués, bien que procurant un rendement intéressant. Donc, si en plus du rendement intéressant, de l'écart type faible, on ajoute une corrélation négative, bien, ça fait en sorte qu'en investissant davantage en immeubles, on augmente notre rendement espéré, puis on diminue notre risque, qui est vraiment le score idéal. OK? Donc, ça nous donne un petit peu une illustration des perspectives d'optimisation dans un portefeuille. Mais ça, c'est juste d'un point de vue actif. On ne considère pas le passif. On va terminer avec un exemple qui, lui, inclut la notion de passif. Puis ce qu'on fait là, c'est qu'on reprend un graphique avec deux échelles. L'échelle de gauche, on a appelé ça le taux de cotisation moyen 2029. OK? On se donne un horizon jusqu'en 2029, puis on fait des simulations. C'est dans le contexte d'un régime de retraite. Puis on se dit, quel est mon taux de cotisation moyen espéré en 2029, tout dépendant de mon allocation d'actifs. Si je regarde ma courbe avec les points bleus, c'est mon allocation d'actifs entre ma catégorie action puis ma catégorie obligation. OK? Donc, si par exemple, je prends une allocation qui est en action, qui est à 35 %, donc entre le 30 et le 40 %, je m'aperçois que mon taux de cotisation moyen espéré en 2029 est à 18 %. Donc, évidemment, j'ai fait un grand nombre de scénarios par rapport à ça. Mais mon taux de cotisation moyen 2029, c'est un peu comme un reflet du rendement que j'escompte. Donc, le rendement que je vais aller chercher sur mes actions à hauteur de 35 % dans mon portefeuille, puis
puis mes obligations à hauteur de 65, ça va faire en sorte que sur une base moyenne, je peux espérer devoir payer un taux de cotisation à 18 % en 2029. Dans ce scénario-là, 35-65, j'ai un risque qui, lui, n'est pas mesuré par l'écart type. Il est mesuré par une valeur à risque, ma fameuse VAR, qui correspond à mon 5 % de taux de cotisation le plus élevé. Avec ma répartition 35-65, j'obtiens un taux de cotisation extrême, si on veut, de VAR de 22,5. Donc, en investissant 35-65, 35% actions, 65% obligations, j'ai un taux de cotisation 18 moyen et j'ai un taux de cotisation extrême de VAR de 22,5. Si j'investis plus en actions, si je vais par exemple à 70% en actions, là mon taux de cotisation il diminue à 16%, mais mon taux extrême il augmente grosso modo à 24%. OK? Donc ça nous donne un exemple d'optimisation de portefeuille, mais qui vient intégrer la dimension actif-passif. Je ne m'intéresse plus seulement, comme j'avais à l'acétate précédente, à mes catégories d'actifs, à mon actif, je viens intégrer ça dans un contexte actif-passif. Puis là, tout dépendant de mon appétit pour le risque, je fais des choix conséquents. Ce qu'il y a aussi sur le graphique, les triangles orange, c'est que si, au lieu d'avoir seulement des actions et des obligations, j'inclus des placements alternatifs, bien, je suis en mesure, avec cette diversification-là supplémentaire, de réduire mon taux de cotisation moyen sans augmenter mon taux de cotisation extrême, comme mesuré avec la valeur à risque. Donc ça, c'est un exemple de gestion actif-passif ou d'optimisation dans un contexte de gestion actif-passif. On y reviendra. Cet exemple-là est tiré du chapitre 8 sur les régimes de retraite. Donc voilà pour la couverture des différentes catégories d'actifs et de leur intérêt dans un contexte actif-passif.